Eh bien, merci beaucoup, hein. Je remercie Anne-Nina pour organiser ces petits jeudis, pause de déjeuner studieuse. Je pense que c'est un point de rencontre qui est intéressant sur un format, vous me direz, mais que je trouve intéressant parce qu'on arrive à pouvoir échanger assez facilement, utiliser ces nouveaux moyens de visio qui nous permettent de pouvoir échanger et d'avoir de l'information assez rapidement. Donc, le but, c'est des échanges, hein. C'est que l'on puisse vraiment discuter et échanger et essayer de construire des choses ensemble au maximum. Donc aujourd'hui, moi, je vais commencer à vous partager la première présentation. Donc, ce qu'on avait envisagé dans le programme aujourd'hui, c'était de commencer par faire un petit survol en fait des actualités thérapeutiques et des problématiques en région que l'on peut avoir actuellement. Puis Grégory Punier va nous parler de la prise en charge et du diagnostic des gammopathies monoclonales, qui je pense est un problème quotidien, de savoir ce qu'il faut faire au quotidien. Et puis ensuite, on rediscutera du diagnostic et du suivi des amyloses à TTR en neuro, comment on fait nous ici au CHU de Toulouse et comment en fait on peut essayer d'homogénéiser la prise en charge au niveau régional. Alors, je partage tout de suite. Hop. Vous me dites si jamais ça ne partage pas bien. J'essaye, mais voilà. C'est bon pour vous? OK. C'est vrai que l'actualité neuromusculaire, elle a été assez riche, hein, comme dans beaucoup de spécialités, mais c'est vrai qu'on a vu arriver plein de problématiques en même temps ces dernières années. Et là, je vous ai fait un petit tableau sur 4 exemples, hein, il y en a d'autres, hein, mais 4 exemples de pathologies avec des problématiques qui se présentent à nous maintenant. Donc, sur l'amylose à transthyrétine, c'est vrai que l'arrivée des nouveaux traitements a conduit à revoir au maximum toutes les techniques de dépistage précoce et de suivi. Et ce qui fait qu'au niveau régional, il faut qu'on essaye de continuer à travailler pour améliorer ce dépistage, homogénéiser en fait les façons de faire le diagnostic pour qu'il soit le plus tôt possible, de faire le suivi au niveau régional, mais également sur l'administration des thérapies, puisque c'est des thérapies qui basculent petit à petit à domicile et qui vont nécessiter un suivi particulier. Le deuxième exemple, c'est les polyradiculonévrites, avec toujours les problématiques des diagnostics et en parallèle, donc c'est la diffusion un petit peu des nouvelles recommandations de diagnostic des PIDC. Et puis la problématique que vous avez tous connue des tensions des immunoglobulines et comment on discute un petit peu des validations des alternatives. Troisième exemple, c'est la myasthénie auto-immune, avec là aussi la problématique au premier plan des tensions aux immunoglobulines. Comment on peut gérer les crises myasthéniques? Quel est l'accès régional au DFPP? Je crois qu'il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et puis, il y a des nouvelles thérapies qui arrivent, qui vont être, je pense, notre quotidien dans les mois et les années à venir. Et donc, je voulais vous en dire 2 mots. Et le dernier exemple, c'est le problème des amyotrophies spinales infantiles, où là aussi, on vit une véritable révolution sur les thérapies innovantes, mais qui, vous verrez, pose un problème de structuration au niveau régional, de l'évaluation de ces patients et donc de la nécessité d'interaction. Et vous allez voir que je vais beaucoup parler d'interaction sur cette courte présentation. Alors, on commence sur ces 4 exemples par l'amylose à transthyrétine. Donc, on connaît bien le tableau neurologique, hein, avec le tableau des atteintes canalaires des canaux carpiens, l'atteinte autonome, l'atteinte du système nerveux périphérique. Mais vous savez tous que c'est une maladie multisystémique qui va impliquer les problématiques cardiologiques et les problématiques ophtalmologiques. Et c'est parfois la porte d'entrée de ces maladies et il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit. Alors, je ne reviens pas sur le problème de l'amylose à transthyrétine avec ses dépôts et cette protéine qui est mal conformée et la mauvaise conformation de cette protéine va entraîner des dépôts amyloïdes. Alors, pourquoi est-ce que ça devient une véritable urgence diagnostique et que le diagnostic précoce est important? Il est important en raison du pronostic de ces amyloses. Vous connaissez tous la forme portugaise, qui était la forme classique que l'on apprenait initialement,
qui avait, donc c'est celle que vous avez en rouge sur les courbes de survie de Kaplan-Meier, et vous voyez qu'on avait 50% de survie qui était autour de 12 à 13 ans. Les formes que l'on rencontre actuellement, qui sont des formes du sujet beaucoup plus âgé, on va y revenir, sont des formes qui ont un pronostic beaucoup plus sombre, puisque vous voyez que le 50% est atteint au bout de 6 à 8 ans, c'est-à-dire que c'est des formes qui sont beaucoup plus évolutives et donc il faut intervenir beaucoup plus tôt. Le deuxième élément qui est très important, c'est que c'est certes important de faire le diagnostic cardiologique, mais ce qui va faire le pronostic vital des patients, c'est clairement l'atteinte cardiaque. Et là, vous voyez les cohortes de patients qui n'ont qu'une atteinte neurologique ou une atteinte cardiaque, et vous voyez que le pronostic est nettement plus sombre dès que les patients ont une atteinte cardiaque. Et donc, il est très important d'envisager d'emblée une coordination neuro-cardio qui est indispensable au suivi de ces malades et qu'il faut structurer sur chacun de vos sites. C'est certes important de faire le diagnostic précoce, mais c'est un diagnostic qui est difficile. Il est difficile parce qu'en fait, dans les amyloses à transthyrétine, elles peuvent prendre un aspect qui peut être volontiers très trompeur. Et on peut avoir des formes de présentation pseudo-polyneuropathie axonale idiopathique du sujet âgé, avec un certain nombre de drapeaux rouges qui sont toujours un petit peu les mêmes. La sévérité, l'évolutivité, la dysautonomie sont des facteurs qui sont récurrents à chacun de ces présentations atypiques. Le deuxième type de présentation atypique, c'est des pseudo-PIDC qui vont avoir la particularité d'avoir de la dysautonomie, on en reparlera, la résistance au traitement, des formes de présentation de canaux carpiens, mais qui ne vont pas s'améliorer ou rechuter rapidement après le traitement chirurgical, des pseudo-canaux lombaires étroits, et puis on a eu des formes anecdotiques de pseudo-SLA ou pseudo-neuropathie paranéoplasique. Donc c'est un diagnostic qui est difficile et c'est important de bien se coordonner au niveau régional pour justement ne pas passer à côté de ces diagnostics d'amylose devant des présentations qui peuvent paraître être d'autres natures. Alors, pour faire cela, en fait, on s'aide beaucoup du PNDS et le PNDS pour le diagnostic a repris un certain nombre de drapeaux rouges. Donc, vous voyez que devant toute neuropathie évolutive, que ce soit une polyneuropathie longueur dépendante, une neuropathie autonome ou une pseudo-PIDC, la présence en fait d'une perte de poids, d'une atteinte cardiaque, d'une atteinte oculaire ou d'une atteinte dysautonomique doit faire se poser la question éventuelle d'une amylose. Et dans ce cadre-là, il faut accéder rapidement au diagnostic moléculaire. Et ensuite, la deuxième étape qui est importante, c'est de démontrer qu'il y a bien une relation entre la mutation identifiée et la neuropathie par le fait de démontrer la présence de dépôts amyloïdes. Alors, on en reparlera, mais pour démontrer la présence de dépôts amyloïdes, on a en fait deux outils qui peuvent nous être utiles. Le premier, c'est la réalisation d'une biopsie d'un organe atteint, en particulier des glandes salivaires. Et donc ça, il faut être en capacité de pouvoir demander à ce qu'il y ait systématiquement du rouge Congo sur vos sites pour le dépistage. Mais deuxième élément qui est très important, c'est que parfois la démonstration du dépôt amyloïde peut se faire simplement par la démonstration de la présence d'une cardiopathie amyloïde et en particulier la scintigraphie au biphosphonate qui est importante. Tout ça pour dire qu'il faut absolument bien structurer sur le plan régional l'accès à la génétique pour pouvoir prescrire très rapidement dans ces formes avec drapeau rouge une enquête moléculaire. Mais en parallèle de ça, il faut bien structurer sur chacun de vos sites une collaboration cardio-neurologie qui est indispensable pour pouvoir échanger sur justement le dépistage. Et parfois, le diagnostic va se faire parce qu'on aura démontré auprès de nos collègues cardiologues qu'il y avait bien une fixation sur la scintigraphie dans le cadre de notre neuropathie atypique. Une autre forme de diagnostic précoce qui peut être difficile, c'est la présentation des tableaux de syndrome de canaux carpien. Le canaux carpien, vous en voyez tous les jours. Le problème, c'est que, si vous voulez, les canaux carpiens, c'est quelque chose qui est extrêmement prévalent chez les patients qui ont des amyloses à transthyrétine, qu'elles soient mutées, vous voyez que c'est de 30 à 68%, ou qu'elles soient de type sauvage, et c'est plus de 80% des patients.
Alors, pourquoi c'est un vrai problème? C'est que si vous êtes capable de démontrer qu'on est au stade présymptomatique cardiaque d'une amylose de type sauvage au moment où vous dépistez le patient pour un syndrome du canal carpien, c'est-à-dire en pratique, vous voyez un patient qui a 65-70 ans, vous trouvez un syndrome du canal carpien qui a certaines particularités qu'on va reprendre. Il faut savoir penser à aller checker la possibilité qu'il puisse s'agir d'une forme d'entrée dans une amylose wild type et de faire un bilan éventuellement cardiologique en fonction de ça. Et vous aurez de ce fait la chance de pouvoir déceler cette atteinte cardiaque qui peut avoir un pronostic très sombre 5 à 10 ans avant que le patient fasse les premiers symptômes d'insuffisance cardiaque. Et dans ce cadre-là, il y a une étude qui est assez intéressante où ils ont pris 80 patients, donc des hommes de plus de 50 ans, des femmes de plus de 60 ans, chez lesquels, en fait, qui avaient des syndromes de canaux carpiens bilatéraux. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette cohorte de 80 patients, 10 avaient une amylose. Et il s'agissait soit d'amylose mutée, soit d'amylose sauvage, dite wild type. Donc, la porte d'entrée par le biais du simple dépistage d'un canal carpien est quelque chose de très important. Et donc, les drapeaux rouges devant des canaux carpiens qui doivent faire s'interroger à la possibilité d'une amylose, c'est des drapeaux rouges avec des canaux carpiens bilatéraux, récidivants, une dissociation électroclinique importante ou une atteinte axonale importante. Et dans ce cadre-là, il faut savoir s'interroger, j'y reviendrai dans le deuxième topo, sur la possibilité d'une entrée dans une amylose. Et surtout, lorsque vous allez faire opérer ces patients de leur canaux carpien, il faut donc, et ça c'est les nouvelles recommandations aux États-Unis, pensez à demander à votre chirurgien de faire en même temps que sa chirurgie un petit prélèvement du ligament annulaire du carpe pour faire une coloration rouge Congo et déceler ainsi la présence d'une amylose. Donc, la collaboration, là aussi, à structurer au niveau de chaque site. C'est une collaboration avec l'orthopédiste avec lequel vous travaillez pour penser à lui demander à ce que, dans ces formes-là, à ce qu'il puisse faire un petit prélèvement à l'occasion de la chirurgie. Le deuxième élément, toujours dans ce cadre-là, c'est que si on prend ces patients qui ont juste un syndrome du canal carpien, il faut penser, lorsque vous demandez l'échographie du nerf médian pour faire le diagnostic de votre canal carpien, à demander à votre radiologue de juste poser sa sonde sur le médian au niveau de l'avant-bras. Et en fait, dans des canaux carpiens associés à une amylose à transthyrétine, qu'elle soit de type wild type ou de type muté, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du diamètre du nerf médian au niveau de l'avant-bras. Et là aussi, si vous avez un syndrome du canal carpien chez lequel vous prescrivez une échographie du nerf médian, il faut demander à ce qu'en même temps, il jette un œil, ça leur prend 3 secondes, au nerf médian au niveau du bras, de telle façon à dépister une augmentation de volume qui va vous orienter vers la possibilité d'une amylose. Et donc là aussi, c'est toujours la collaboration neuroradiologique. En général, vous avez un correspondant plus particulier qu'il faut savoir alerter. Voilà, ça prend vraiment 30 secondes de jeter un coup d'œil, de remonter le long du nerf médian pour voir si en proximalité, il n'y a pas aussi une augmentation de la surface de section du nerf. Une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est très important de coordonner sur chaque site la prise en charge de ces patients. Ces patients nécessitent d'être suivis au niveau neurologique tous les 6 mois à 1 an en fonction de l'évolution des patients, mais ils vont nécessiter d'avoir un suivi cardiologique et ophtalmologique. Et donc là, c'est vraiment de la concertation locale, puisque dans le cadre du suivi de ces patients, c'est l'évolutivité de l'un ou l'autre, et ils n'évoluent pas habituellement sur tous les modes en même temps, qui peut faire changer en fait l'indication thérapeutique vis-à-vis des diverses thérapeutiques qui sont à notre disposition. Et donc, vous voyez que je reviens toujours à la charge sur la nécessité de bien structurer des équipes extra-neurologiques autour de la prise en charge de nos maladies neuromusculaires. Alors, sur les thérapeutiques, je vais y passer assez vite, mais c'est nos actualités.
Vous savez qu'on avait donc un stabilisateur qui est le tafamidis et puis des traitements silencieux que sont l'inotercène et surtout le patisiran que l'on utilise beaucoup, qui sont des thérapies d'ARN interférent ou d'ARN antisens qui permettent de diminuer le taux de transthyrétine de façon extrêmement importante. Les actualités sur ces traitements, qui vont vous intéresser directement, c'est que en ce qui concerne le patisiran, il vient de passer, il y a une autorisation de Vidal pour le passer en dispensation en ville et on a déjà commencé à en passer un certain nombre de patients en ville. Et donc, je pense que sur les territoires, il faudra être très vigilant pour le suivi de ces patients qui vont revenir sur vos consultations, qui étaient très CHU centrées jusqu'à présent, mais qui vont le devenir de moins en moins. La deuxième actualité, c'est des dérivés de ces traitements. Et le traitement par vutrisiran, qui est actuellement, qui vient de finir son étude, a montré une efficacité et c'est une thérapie que l'on va pouvoir administrer dans un premier temps tous les 3 mois, mais peut-être que tous les 6 mois, par une sous-cutanée, et pour lequel il y a un dispositif d'accès anticipé qui est actuellement en cours. Et donc, c'est vrai que le profil de traitement de ces patients va devenir de plus en plus ambulatoire. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous puissiez être préparé pour l'administration de ces traitements. À côté des PIDC, la deuxième grosse actualité qui nous a, à côté des amyloses, la deuxième grosse actualité, c'était les PIDC. Sur les PIDC, les polyradiculonévrites chroniques, il vient d'y avoir une redéfinition en fait des recommandations européennes avec un certain nombre de modifications sur lesquelles il faut être attentif. Alors, la première modification sur ces recommandations, c'est l'appellation des variants. Donc, on savait qu'il pouvait y avoir des formes dites atypiques. Maintenant, elles deviennent de véritables variants, que sont les formes distales pures, les formes multifocales, les formes focales ou plexiques, les formes motrices pures, qui diffèrent des neuropathies motrices à bloc, et les formes sensitives pures. Ça, c'est plutôt de la sémantique, mais il faut bien garder à l'esprit ces présentations pour ne pas passer à côté de ces diagnostics. À côté de ça, l'élément important, c'est qu'ils ont sorti de la classification des polyradiculonévrites ce qu'on appelle les nodopathies, des neuropathies liées à des anticorps anti-nœuds de Ranvier, qui sont des formes volontiers plus agressives et qui justifient de pouvoir réaliser devant une forme qui est agressive, qui résiste au traitement, d'emblée un dosage des anticorps anti-nœuds de Ranvier. Et donc, ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est en train d'être homogénéisé au niveau national, mais il y a la problématique de l'accès lors de vos bilans de polyradiculonévrite agressive au dosage de ces anticorps, puisqu'ils relèvent ensuite d'un traitement plus spécifique, en particulier de rituximab. L'autre nouveauté de ces nouvelles recommandations, c'est l'introduction de l'utilisation de l'échographie nerveuse pour le diagnostic des PIDC. On pouvait utiliser jusqu'à présent l'IRM, mais en fait, de plus en plus, on utilise l'échographie qui apporte beaucoup d'éléments. Et là aussi, je pense qu'il faut absolument que vous continuez à structurer une collaboration avec votre radiologue préféré pour bien le sensibiliser à l'intérêt des ultrasons, de l'échographie dans le diagnostic des PIDC, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, est devenu quotidien et qui apporte énormément d'informations, en particulier dans les formes atypiques. Alors, le deuxième élément sur les PIDC, c'est ce que vous avez tous connu, c'est les tensions d'approvisionnement. Je vous ai remis les notes de la NSM qui nous rappelaient en permanence la hiérarchisation des indications, qui nous a autorisé à utiliser quasiment toutes les immunoglobulines sous-cutanées, même si elles n'avaient pas l'AMM, en relais des immunoglobulines intraveineuses. Je vous ai remis ici la hiérarchisation en termes de maladies neuromusculaires et la nécessité de prendre l'avis au niveau des centres neuromusculaires pour l'initiation, mais également
pour la reconduction des traitements. Pour l'instant, les pharmacies ne vous l'imposez pas forcément. Il n'y a pas eu beaucoup de contrôle par rapport à ça, mais vu le niveau de tension qui est actuel, il est possible qu'il y ait un certain nombre de vérifications. Et donc, dans ce sens, je vous rappelle le travail qu'on avait fait au niveau régional, puisqu'il y a des fiches de RCP d'initiation ou de renouvellement que vous pouvez nous adresser à l'adresse mail dédiée. Donc, envoyez-nous la fiche et pas simplement est-ce que je peux ou quoi, de telle façon à ce que nous, on puisse vous restituer une fiche qui sera un retour de ce que vous nous aurez adressé, qui pourra faire foi auprès de vos pharmacies. Troisième exemple, les myasthénies auto-immunes. Donc là aussi, on s'est heurté à la problématique des crises myasthéniques et des tensions d'approvisionnement en immunoglobulines. Donc, on a besoin, je pense, au niveau de notre région, de bien recenser les structures capables de faire des DFPP, donc des échanges plasmatiques par DFPP chez les patients myasthéniques, de telle façon à ce qu'on puisse ventiler. C'est vrai qu'actuellement, sur le CHU, on est en surcharge importante au niveau des néphrologues du nombre de demandes d'échanges plasmatiques. Et donc, on a besoin en fait de faire ce travail ensemble de référencement des diverses structures. Et puis, il y a l'arrivée de nouvelles thérapies qui rentreront vraiment pour ces patients qui sont instables sur le plan des myasthénies, qui sont les inhibiteurs des fragments FC. Alors, je vous ai remis un petit peu la physiopathologie. Donc, ça, c'est au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux. Il y a un système qui permet en fait le turnover des anticorps circulants qui vont être endocytés et retraités pour être restitués dans la circulation sanguine. Et une petite partie est simplement détruite par les lysosomes. Et tout cela se fait par un récepteur des fragments FC qui se situe à ce niveau-là. Et en fait, le fait de bloquer ce récepteur, en fait, va générer un blocage de cette exocytose et donc une épuration des anticorps circulants. Et c'est vrai que c'est des thérapeutiques qui ont fait l'objet d'essais où on voit très bien que, en fait, dès l'initiation de ces traitements qui ont vraiment pour objectif d'épurer les anticorps circulants, on a une diminution très rapide de la gravité clinique des patients sous traitement, alors qu'ils ne durent qu'un temps. Hein. Vous voyez que c'est transitoire, mais ça permet de passer une crise avec une amélioration assez nette des scores myasthéniques. Et donc, on a d'ores et déjà un accès anticipé après avis des centres de référence à ces molécules. Alors, je dois avouer que nous, on n'a pas encore commencé, on va commencer les premiers patients, mais ça va être une vraie alternative aux immunoglobulines qui a pour vocation d'être généralisée, qui, je pense, arrivera dans les mois qui viennent ou dans 1 ou 2 ans dans vos centres en alternative des traitements par immunoglobuline polyvalente. Et donc, il va falloir qu'on travaille un petit peu à cela pour se préparer à l'administration de ces traitements. Dernier point concerne les amyotrophies spinales. Donc, c'est une grosse actualité pour nous. Vous savez que les amyotrophies spinales, c'est lié à une délétion du gène SMN1, mais à côté de ce gène SMN1, il y a un gène SMN2. Donc, le gène SMN1 fabrique la protéine SMN qui est indispensable au maintien des motoneurones. Le gène SMN2 a la particularité, lors de l'épissage des ARN, d'avoir en fait un épissage de l'exon 7 qui va faire en fait qu'on va avoir une production d'une protéine non fonctionnelle à 90% et à 10% de la protéine SMN qui est la même que celle produite par SMN1. La quantité est insuffisante et ne permet pas de compenser la délétion de SMN1. En fonction du nombre de copies SMN2, on a des amyotrophies spinales de type 1, de type 2, de type 3. Si vous avez 4 ou 5 copies de SMN2 à la suite, vous avez un peu plus de protéines SMN. Les nouvelles thérapies en fait, qui sont à notre disposition sont des thérapies antisens qui permettent en fait d'éviter l'épissage alternatif de cet exon 7 et donc de
conduire à la production de protéines SMN de façon plus importante. La nouveauté, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ces traitements, même administrés chez des patients adultes qui ont pourtant des handicaps déjà importants, non seulement les stabilisent, mais les améliorent également un peu. Le problème, c'est que ce sont des patients qui sont très atteints. C'est-à-dire que là, je vous ai mis 3 situations un peu particulières de 3 patients que l'on a, des types 2, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais marché, qui ont une rétraction importante, qui a un score clinique, donc c'est un score que l'on utilise, qui, vous voyez, est entre 15 et 20% sur 100. Hein. Et la problématique, c'est qu'on va les améliorer un peu, mais au prix d'injections intratécales très régulières. Et donc, c'est la question fondamentale de ces patients, c'est comment est-ce qu'on peut les évaluer. Et donc, à situation équivalente, est-ce que les attentes de ces malades vis-à-vis des traitements sont équivalentes? Et en fait, quand on regarde par une technique d'ergothérapie qu'on appelle la MCRO, si les attentes des traitements sont équivalentes, et elles ne le sont pas. Et ces 3 patients, en fait, voulaient avoir le traitement. L'un parce qu'il fallait absolument qu'il arrive à téléphoner. L'autre, c'était pour arriver à boire et arriver à finir son verre. Et l'autre, c'était pour pouvoir poser sa main sur la tête de ses enfants. Et vous voyez que ça, c'est des éléments qu'on est capable de quantifier par ces techniques d'évaluation personnalisée des patients. Et à partir de ces techniques-là, on est capable de fixer des objectifs thérapeutiques complètement ciblés. Mais donc, ce sont des nouvelles façons d'évaluer les patients extrêmement altérés sur le plan neuromusculaire. Mais ces éléments vont nous demander au niveau régional d'arriver à collaborer avec un certain nombre de SSR pour mettre en place ces évaluations centrées sur le besoin des patients dans le cadre de ces thérapies innovantes. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais ça correspond à notre actualité, c'est-à-dire qu'on a une explosion en fait des thérapeutiques innovantes dans les maladies neuromusculaires. On a des nouveaux défis avec des diagnostics précoces qui nécessitent des collaborations, coordinations pour le diagnostic. Il faut qu'on structure au niveau régional le suivi des malades. Il faut qu'on structure aussi l'externalisation hors du CHU des nouvelles thérapeutiques et de leur évaluation. Sur, en fait, qu'est-ce qu'on fait devant la découverte d'un pic monoclonal? Quel impact ça peut avoir dans votre démarche diagnostique et dans les diagnostics différentiels? Alors, sur ces journées de l'amylose, bien sûr, on pense toujours devant un tableau compatible avec une amylose, le diagnostic principal à éliminer va être une amylose AL, pour lequel la prise en charge, l'évolution et la thérapeutique vont être différents. Du coup, je vous présente une petite vignette clinique d'une femme de 61 ans qui présente un tableau neurologique depuis 2 ans avec des dysesthésies distales des 4 membres qui commencent à être attraxiantes, une aggravation motrice. L'examen clinique retrouve une aréflexie, un stépage et le NMG rapporte une abolition des réponses sensitives et motrices. L'APL n'apporte rien de plus. Et sur le bilan biologique, et notamment sur le bilan immunologique, on n'a pas d'orientation. Mais par contre, sur l'électrophorèse des protéines que vous avez à côté, vous voyez qu'il y a une augmentation des gamma-globulines avec une évaluation pondérale qui est en rapport avec un pic qui est mesuré à 1,5 g par litre d'IgG. Et du coup, à partir de ça, quelques éléments de réflexion. Est-ce que c'est fréquent? Et si on faisait une électrophorèse à tous nos patients, dans combien de temps on la retrouverait? Quel est le risque et le pronostic d'avoir cette gammapathie monoclonale? Et quels sont les facteurs qui peuvent nous orienter sur ce pronostic? Quel bilan je vais proposer de première intention, de deuxième intention, ou alors je la réfère tout de suite aux spécialistes, à l'hématologue, à l'interniste pour une prise en charge rapide parce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges cliniques ou biologiques qui doivent nous inciter à être plus incisifs et à faire un bilan peut-être plus large? Et si je l'ai mis en évidence et qu'initialement il n'y a pas grand-chose, est-ce que je la suis? Si oui, comment? Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les 5 ans. Et enfin, j'ai pris 2 exemples de maladies neurologiques associées à une gammapathie monoclonale, si on a le temps à la fin du topo. Donc, ça, c'était les questions qu'on se pose. Ensuite, gammapathie monoclonale, de quoi on parle?
et quels sont les principales tableaux nosologiques qu'on va devoir évoquer. Est-ce que c'est une gammapathie monoclonale de signification indéterminée? Ça va être la plus fréquente et ça va avoir un impact pronostic qui est bien moindre que si ça nous amène à poser un diagnostic d'hémopathie maligne associée à cette gammapathie monoclonale et la prise en charge que ça implique. Est-ce que c'est juste une dyscrasie plasmocytaire à IgG ou à IgA dans le cadre d'un myélome multiple, une vraie plasmocytose maligne, ou le reflet d'une maladie lymphoïde monoclonale de type syndrome lymphoprolifératif comme la maladie de Waldenström. Et enfin, il y a des gammapathies monoclonales qui sont des gammapathies satellites d'une autre pathologie non lymphoïde et notamment de certaines maladies auto-immunes. Donc, ces deux premières questions, quels sont les signes et de quoi on parle? Du coup, en termes de fréquence, c'est je vous l'ai dit, la MGUS, la gammapathie de signification indéterminée, qui va être la plus fréquente. Là, c'était une revue sur 1000 immunofixations de patients qui n'avaient pas de symptômes et qui avaient un pic monoclonal inférieur à 3 grammes par litre et qu'on a suivi et qui ont développé. 60% d'entre eux, c'était une MGUS, 14% initialement, c'était un véritable myélome. Et le reste étaient les autres diagnostics que je vous ai évoqués. Donc, la priorité, c'est la MGUS et la fréquence, c'est à peu près celle-ci. Ensuite, si on réfléchit sur la prévalence et en fonction de l'âge, vous voyez, au-delà de 50 ans, c'est 1,7% de la population. Aux alentours de 60 ans, on est à 3 et à 80 ans, on est à 6%. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fréquent sur l'ensemble de la population et on va se retrouver avec les mêmes taux que je vous ai montrés avant, 60-70% de signification indéterminée et d'autres associés à un diagnostic d'hémopathie, myélome ou lymphoprolifératif ou associés à autre chose. Du coup, on a mis en évidence cette fréquence et cette prévalence et quel tableau clinique ça représente. Là, c'est une grande cohorte publiée dans le New England avec plus de 15 000 patients. Depuis 1500 patients, excusez-moi. Et vous voyez, c'est équilibré entre l'homme et la femme. On est à peu près à 50% de chaque côté, avec un âge médian de découverte plutôt aux alentours des 70 ans. Donc là où on est entre 3 et 6% dans la population générale, et avec des taux médians qui sont à 1 point de l'heure. Il faut rajouter un zéro, c'est plutôt 12 ou 11, puisque c'est en grammes par décilitre là, sur les valeurs américaines, associées dans 30% des cas avec une prolifération d'une chaîne légère. Donc, sexe ratio équilibré, on découvre ça plutôt autour de l'âge de 70 ans. Et là, quand on a mis ça en évidence, quels sont les symptômes associés ou les drapeaux rouges dont Pascal parlait tout à l'heure. Là, ça va être la clinique toujours et encore s'il y a des signes d'altération de l'état général. Ça va être le capital osseux et s'il y a des douleurs osseuses ou des fractures qui vont être des drapeaux rouges vers et évoquer tout de suite des infiltrations myélomateuses, en tous les cas qu'il faudra documenter. Est-ce qu'il y a un syndrome tumoral clinique, des adénomégalies, une organomégalie, soit sur la clinique et ou sur l'imagerie? Et là, on va discuter la maladie de Waldenström. Des signes en faveur de l'hyperviscosité, thrombose au fond d'œil, qui seront aussi des signes d'alerte. Les infections et un passé récent d'infections à germes encapsulés, à pneumocoque en priorité, qui seront l'évocation d'une hypogamma secondaire parce qu'elle est complètement écrasée par la prolifération monoclonale de ce pic et du coup entraîne une immunodépression qui va favoriser ces infections. Et ensuite, des signes à l'examen physique de dyspnée, de purpura, de neuropathie, de dysautonomie et de canal carpien qui seront autant de symptômes et de drapeaux rouges qui vont nous faire pousser l'enquête étiologique. Du point de vue biologique, on va rechercher des cytopénies, l'anémie, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie rénale,
syndrome néphrotique, qu'il n'y a pas d'hypercalcémie, qui sont aussi ces signes d'alerte. Du coup, là, c'est très important puisque ça va entraîner un bilan initial qui va être un petit peu plus poussé que les précédents. Et donc, on réfléchit en fonction de ces signes d'alerte, de ces drapeaux rouges, et en fonction du type d'anomalie monoclonale et de l'âge. Vous voyez, si on a un âge supérieur à 60 ans et qu'on est complètement asymptomatique sur tous ces drapeaux rouges, on va commencer par faire un hémogramme, une créatinine, une calcémie, pour évaluer, je vous ai dit, les cytopénies, la fonction rénale, la protéinurie sur échantillon pour l'atteinte glomérulaire, et en fonction du pic, si c'est une IgA et que c'est inférieur à 10 grammes, et si c'est une IgG, si elle est inférieure à 15 grammes par litre, on sera dans un tableau de gammapathie de signification indéterminée qui ne nécessite pas, dans ce premier temps, d'exploration médulaire ou d'exploration osseuse. Le suivi, contrôle à 3 mois initialement, 6 mois, 12 mois, et puis tous les ans. Là, c'est pour rechercher en fait une courbe d'aggravation de ce taux d'immunoglobuline qui nous ferait réorienter un petit peu les choses, puisque s'il y a une prise de plus de 5 grammes ou de plus de 25% de ce taux-là, entre une ou deux évaluations, ça nécessitera de refaire le bilan et de surveiller de manière plus rapprochée. Si c'est une gammapathie monoclonale IgG, IgA ou HN légère avec des symptômes ou à moins de 60 ans, on repart avec la même chose initiale, la protéinurie, le dosage des chaînes libres, et là, on va faire une exploration médulaire. On va faire une exploration osseuse. Donc, initialement, on faisait les radiographies corps entier, mais maintenant, on fait des scanners osseux low dose qui permettent d'avoir une cartographie des lésions lacunaires ou non. Si le taux d'IgG ou d'IgA ou des chaînes légères sont supérieurs à 30 grammes, qu'on a une plasmocytose médulaire supérieure à 10 grammes, on ira systématiquement à l'IRM pour essayer de mettre en évidence des lésions osseuses infraradiologiques qui seront importantes dans la prise en charge et vers le diagnostic d'un myélome, par exemple. Si c'est une gammapathie monoclonale à IgM, maintenant, symptômes ou âge inférieur à 60 ans, le bilan identique, on rajoute des LDH et on va traquer le Waldenstrom, myélogramme, le phénotype, l'immunophénotypage et l'exploration thoraco-abdominopelvienne pour chercher le syndrome tumoral qu'on n'aurait peut-être pas perçu cliniquement. La biopsie ostéomédulaire se discute entre la biopsie du syndrome tumoral ou la biopsie ostéomédulaire. Là, les recommandations sont plus aussi formelles qu'elles pouvaient l'être à l'encontre de cet examen. Et avec tout ça, on a une petite idée de la progression. Et du coup, vous voyez une gammapathie monoclonale IgM avec une infiltration plasmocytaire inférieure à 10%, pas de drapeau rouge sur les signes généraux, l'anémie, le syndrome tumoral. On a un risque de progression qui est à 1% par an. Et donc, on est sur des contextes de maladie de Waldenström, de macroglobulinémie AL. Sur une gammapathie monoclonale non IgM, on est sur un risque de progression de 0,5 par an. Et en chaîne légère, on est sur un risque de progression à 0,3 par an. Hein, ce qui permet de ne pas faire une surveillance rapprochée et donc d'étaler sa surveillance, comme je vous l'ai dit, un peu rapprochée initialement pour s'assurer de la courbe potentielle d'évaluation du pic et ensuite vraiment espacée à tous les ans. Les risques de progression qui vont aggraver ces chiffres seront un âge
supérieur à 60 ans. L'IgM a un risque de progression plus important, je viens de vous l'expliquer. Un ratio chaîne légère anormal, un taux d'IgM supérieur à 15 mg par litre. Et si on a 1 ou 2 ou 3 anomalies, à savoir le taux supérieur à 30 ou à 15 en fonction d'IgG ou d'IgM, les anomalies des chaînes légères, vous voyez, ça augmente et ça multiplie le risque de progression de manière importante. Et pourquoi on a besoin de faire cette cartographie initiale? Parce que, en fait, le risque de mortalité, il est là. Si on a une IgM avec la progression, vous voyez que celle qui progresse le plus, c'est les IgM avec des signes d'activité ou les non-IgM avec signes d'activité, et que celles qui n'en ont pas auront un pronostic bien meilleur. Le suivi, du coup, on a dit à 3 mois, 6 mois, 12 mois, puis tous les ans ou tous les 2 ans. Si on a une découverte de gamma-apathie monoclonale chez une personne très âgée ou avec une espérance de vie limitée à moins de 5 ans, on va faire que de la clinique et on ne va pas forcément surveiller ça de manière régulière comme avec les autres. Et les tests de suivi sont l'hémogramme, la calcémie, la créatinine, le taux d'immunoglobuline. En fonction de la clinique, on peut compléter ces examens, mais initialement et dans le suivi, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus. En conclusion, là, c'est sur l'algorithme un petit peu après l'évaluation à 3 et 6 mois. C'est stable, le risque d'évolution est très bas. Surveillance du pic en ambulatoire avec le médecin traitant et pas besoin de consultation spécialisée, sauf si ça change. Si on a un risque intermédiaire avec une augmentation du pic un peu importante ou des évaluations qui n'étaient pas complètement satisfaisantes, on va continuer le suivi avec les examens que je vous ai dit. Et par contre, si on a un risque de progression importante, là, on fait le bilan complet à la recherche de l'hémopathie ou de la lymphoprolifération et on traite en fonction de ce qu'on a trouvé sur des traitements chimiothérapiques adaptés. Gamma-apathie monoclonale et maladie systémique à tropisme neurologique. 2 exemples, l'amylose AL que vous connaissez tous, avec une atteinte glomérulaire chez 2 tiers des patients, l'atteinte cardiaque a un pronostic sombre, la surveillance en plus de ça sont l'imagerie et les biomarqueurs cardiaques, les atteintes neurologiques qu'on peut retrouver dans 20 à 30% des cas, et notamment passer au syndrome du canal carpien et au signe de dysautonomie, et plus rarement des atteintes digestives qui sont aspécifiques, mais qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie important. Les signes cliniques avec la macroglossie, le syndrome SEC, les atteintes des orbites et les atteintes articulaires. Là, je vous ai mis un exemple de macroglossie. Et le dernier que je voulais évoquer avec vous, c'était le POEM syndrome, qui peut être associé à une polyneuropathie symétrique longueur dépendante, ça c'est pour le P, associé à une organomégalie, hépatosplénomégalie ou adénomégalie, une endocrinopathie centrale ou périphérique, un contingent monoclonal et des skin changes, mélanodermie, angiome, hypertrichose. Biologiquement, ça c'est signé par une augmentation du VEGF et il peut y avoir également des anomalies de l'hémogramme. Je n'ai pas évoqué les neuropathies anti-MAG avec IgM ou les canomades qui peuvent aussi être associées aux IgM. Du coup, en conclusion, on a une gammapathie plutôt de signification indéterminée, low risque, no complications, pas de biopsie médulaire ou d'évaluation osseuse. Présence de signes d'alerte, drapeau rouge, clinique ou biologique. On va faire le bilan complet pour éliminer l'hémopathie.
ou l'amylose à elle. Et si d'entrée, on a des drapeaux rouges cliniques ou biologiques, on va faire le bilan complet pour essayer de diagnostiquer une gammapathie de signification déterminée. Et donc, ça, c'était pour compléter ce que nous a expliqué Pascal. Et c'est sur ces jeudis de l'amylose, c'est un petit peu le réseau de soins qu'on a mis en place depuis quelques années, piloté par les cardiologues Pascal Saintas et les néphrologues sur la prise en charge de nos amyloses, où on essaye d'avoir une prise en charge multidisciplinaire, quel que soit le mode d'entrée du patient, pour qu'il puisse bénéficier des examens diagnostiques, du suivi et de la prise en charge thérapeutique la plus adaptée. Et ça nous permet d'augmenter notre expérience de tout ça, d'en faire de l'enseignement et de potentialiser la prise en charge de nos patients. Et c'est vrai que c'est ce vers quoi on conseille de tendre dans le territoire pour que on puisse proposer une prise en charge la plus complète à nos patients, surtout au vu des évolutions rapides, thérapeutiques et diagnostiques des différentes atteintes qu'ils peuvent présenter. Merci.